des liens entre nos matières. Et justement, en parlant de liens entre matières, je pense utile, dans la présentation que vous faites, de parler des liens peut-être entre la preuve scientifique et la preuve judiciaire, rapportée bien entendu au problème sûr, tout en admettant tout de suite que lorsqu'un juriste se prononce, parle, prend la parole dans une assemblée scientifique par surcroît de médecin, il y a quelque chose de l'imposture, en tout cas du sentiment d'imposture. Et par conséquent, je vais essayer, d'être le plus simple possible pour évidemment avoir bien conscience que je ne suis pas sur le domaine scientifique. Alors, preuve scientifique et preuve judiciaire d'abord, et vous comprendrez par où on en vient ensuite aux échures. Elles entretiennent, et vous avez commencé à le lire, et c'est peut-être votre fil, des liens indéniables. C'est-à-dire que la force de la première s'impose souvent à la seconde. La preuve scientifique exerce indéniablement un tropisme sur la preuve judiciaire. Pour autant, la preuve judiciaire, c'est un peu surprenant, mais parfois affirme le vrai au-delà de la preuve scientifique. C'est-à-dire qu'elle va plus loin que ce que fait la preuve scientifique. Et c'est précisément sur cet aspect-là que ça va nous intéresser dans les dossiers issus. Alors, c'est vrai que c'est a priori surprenant, parce que science et procès tendent à une finalité en apparence commune. Les deux sont à la recherche, tentent à la découverte de la vérité. Et d'ailleurs, en procédure, on parle très souvent de concours à la manifestation de la vérité. Alors on voit bien que le but aussi de la preuve dans le procès, c'est la vérité. La prétention est commune. La preuve scientifique et la preuve judiciaire tendent à dévoiler le vrai. Alors, la question qui va se poser très rapidement pour nous, c'est comment la preuve scientifique, ou plutôt même, je dirais, la méthode scientifique, ce chemin particulier pour venir vers le vrai, comment ce processus-là pourrait être dépassé par la preuve judiciaire, parce que c'est bien notre problème. Et lorsque l'on creuse un peu plus sur ces rapports entre ces deux preuves, on s'aperçoit au moins d'une différence profonde qu'il faut avoir présente à l'esprit si on veut comprendre de quoi on parle. Le scientifique, lui, bien entendu, il cherche, mais il a le droit de s'arrêter en chemin. Et il a même le devoir de s'arrêter en chemin. C'est-à-dire que lorsque ses travaux ne le conduisent pas à une certitude scientifique, il a même le devoir, je dirais, déontologique de dire qu'il n'arrive pas à aller plus loin. De l'autre côté, le juge, je suis désolé, il fait très très chaud ici. Je suis très très chaud. Et je transpire d'un vrai. Le juge, lui, a l'obligation de poursuivre, même s'il ne sait pas. Le juge doit trancher. Il ne peut pas ne pas se prononcer. C'est-à-dire que de l'incertitude, il doit faire son miel. Et il doit aller au-delà. C'est la prohibition du déni de justice qui, pour le juge, je le rappelle, est punie. Et même très sévèrement punie. C'est-à-dire que là où s'arrête la preuve scientifique, là ne s'arrête pas la preuve judiciaire. Et le débat va se poursuivre. Et c'est bien là aussi que tout l'intérêt de notre problématique réside. Alors, bien entendu, je disais en commençant, il y a un tropisme de la preuve scientifique sur la preuve judiciaire, et par là même des liens importants. Il est évident que lorsqu'il y a certitude dans un sens comme dans l'autre, il y a lien causal scientifiquement établi, ou il y a lien causal inexistant, mais c'est une certitude scientifique, le droit se plie. Le droit va bien évidemment, valider la certitude scientifique. Il n'est pas question que le droit s'en écarte, on recherche la vérité. Non, la difficulté, c'est le terrain gris, c'est la zone grise, et qui nous occupe beaucoup, nous. C'est-à-dire lorsque le droit, ou plutôt la science, ne peut pas établir un lien causal, mais qu'elle ne dit pas non plus qu'elle récuse son existence. C'est-à-dire qu'à la fois, elle ne peut pas l'établir, et à la fois, elle ne peut pas établir qu'il n'existe pas. Là, on va avoir un divorce. Là, on va avoir une séparation. Et c'est précisément à ce moment-là que ça nous intéresse. Je le disais, le juge n'a pas la possibilité de s'arrêter en chemin. Il doit poursuivre. Mais il n'a plus le secours de la science, parce qu'elle s'arrête. Alors il va faire comment ? Sachant que si on continue un petit peu la réflexion, le juge n'a pas le droit de juger sur de l'à peu près. Le juge ne peut pas dire « je décide, mais c'est incertain ». Non. Le juge va décider sur une certitude. Pour ce qui nous intéresse, c'est la certitude du lien causal. Je rappelle d'ailleurs qu'une décision de justice dit le vrai. C'est-à-dire que lorsque le juge se prononce, il se prononce en disant la vérité. Ou plutôt, ce qu'il dit est tenu pour la vérité. Vérité judiciaire, vérité particulière, vérité relative, c'est bien un paradoxe, mais en tout cas, vérité qui a une vraie force pour les parties au procès, pour le demandeur, pour le défendeur. La question, c'est par conséquent,
je dois, moi, juge, établir la certitude d'un lien causal que la science n'établit pas. Je fais comment? Quelle méthode j'ai à disposition? Eh bien là, le droit a forgé un concept qui va nous intéresser particulièrement. Ce concept s'appelle la présomption. On en entend beaucoup parler dans les médias, type présomption d'innocence, parfois présomption de culpabilité, c'est un peu surprenant d'être aux États-Unis, mais parfois le langage journalistique est ce qu'il est parfois. Présomption. Qu'est-ce que c'est que la présomption? Eh bien la présomption, c'est un mécanisme intellectuel qui permet de déduire d'un fait connu un fait inconnu. Je vais vous donner un exemple qu'on peut trouver fréquemment en matière de droit de la sécurité sociale et droit du travail. On va présumer d'origine professionnelle, alors qu'on ne le sait pas, une maladie contractée par un salarié parce qu'il aura été exposé dans son milieu professionnel à des agents susceptibles de provoquer la maladie. On ne sait pas si la maladie est professionnelle, mais puisque dans son milieu professionnel, il a été exposé à des agents qui peuvent, le cas échéant, la créer, eh bien, on va présumer qu'elle est professionnelle et on va appliquer la législation professionnelle. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va essayer de tirer d'un fait inconnu, un fait inconnu. Est-ce qu'il existe un rapport causal entre tel produit de santé et telle symptomatologie? Eh bien ça, on ne le sait pas, on va le déduire d'autres éléments. Et là-dessus, le droit a évolué. Il a évolué et en fait, si on veut être clair, il est fixé depuis 2017, il est fixé par la Cour de justice des communautés, et oui, le droit français est aussi sur cet aspect-là tributaire du droit communautaire, du droit de l'Union, dit aujourd'hui, par le schéma suivant. La Cour de l'Union a validé le raisonnement du juge français qui disait « je ne peux pas l'établir, pour autant, je ne peux pas laisser les victimes dans cet état-là ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas de certitude scientifique et que le juge s'en satisfaisait, il peut tout à fait dire « écoutez, il n'y a pas de certitude scientifique, vous, demandeur, vous me demandez de condamner le fabricant du produit, le laboratoire, etc. Vous manquez en fait. Vous ne rapportez pas la preuve, pas de certitude scientifique. » D'accord? Mais si on s'arrêtait là, dans ces matières-là, première conséquence, les victimes ne pourraient jamais agir. Parce qu'il suffirait que la science tousse, que la science s'arrête, pour que le droit des victimes, lui aussi, s'arrête. Et, deuxième élément, le juge cherche le vrai. Et c'est pas parce que la science, je le disais tout à l'heure, n'arrive pas à établir un rapport causal que ce rapport causal n'existe pas. Donc, droit des victimes à une indemnisation, plus vérité que la science n'arrive pas à découvrir, et si elle ne la découvre pas, c'est pas parce qu'elle ne la découvre pas qu'elle n'existe pas, eh bien moi, juge, je dois aller plus loin. Je le fais avec mes présomptions, en réalité, 3 types de présomptions. Des présomptions que j'ai graves, précises, concordantes. La difficulté en matière médicale, c'est que le juge, pour cassation, après la Cour de justice des communautés européennes, interdit de procéder de manière standardisée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, a priori, avant qu'on commence le procès, vous dire bah, si je réunis ça, ça et ça, je fais condamner. C'est pas possible. Le juge renvoie une casuistique nécessaire, c'est-à-dire à un cas par cas à chaque fois. Et dans ces affaires-là, le juge, en plus, c'est quel juge? C'est pas le juge de cassation. Pourquoi? C'est pas la Cour de cassation. C'est-à-dire que sur des matières médicales, sur un lien causal, ça ne sert à rien d'aller dans la Cour de cassation. Pourquoi? Parce qu'elle va vous dire que c'est une question de fait. Et la Cour de cassation ne connaît que du droit, que de la règle de droit. Donc c'est au juge du fond, tribunal judiciaire, cour d'appel, à apprécier la règle de preuve, ou plutôt l'application au fait précis de la règle de preuve. Existe-t-il des présomptions graves, précises et concordantes? Alors en matière de santé, de quoi on parle? Là, on parle de plusieurs éléments qu'on peut rassembler. J'en vois en réalité 4, que l'on retrouve en jurisprudence. D'abord, un élément chronologique, apparition des symptômes concomitamment à l'implantation du dispositif ou à l'injection de la substance pharmaceutique. Élément historique ensuite, absence d'antécédents personnels ou absence d'antécédents familiaux. Élément diagnostique encore, troisième temps, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres pathologies susceptibles d'expliquer la symptomatologie en tout ou partie présentée. Et enfin, ce que j'appelle un peu pompeusement, mais je n'ai pas trouvé de meilleur mot, peut-être des suggestions, un élément sémiologique, c'est-à-dire que vous allez trouver tout un ensemble de signes, de symptômes d'une patiente à une autre patiente, d'un patient à un autre patient, qui a été implanté du même dispositif ou qui a subi la même injection. Et ces éléments-là peuvent concourir à créer un lien causal.
Et ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une règle standardisée qui n'existe pas dans ces matières-là. Pour preuve, une décision d'ailleurs qui a été rendue ensuite de l'arrêt de la CJUE de 2017 sur le lien entre le vaccin sur l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques. Le demandeur sollicitait réparation du préjudice souffert en disant voilà, j'ai pas d'antécédents familiaux et l'affection est apparue concomitamment à l'injection juste après. Eh bien, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, non pas en disant pourvoi fait contre la décision de la Cour d'appel qui avait rejeté elle-même la demande, non pas en disant bien je regarde l'affaire et je vais refaire une nouvelle appréciation, non, en disant mais vous m'avez saisi alors que moi je n'y peux rien. Moi je suis une Cour de cassation, je regarde la règle de droit, je ne regarde pas le fait. Les juges du fond, la Cour d'appel a décidé, fin de l'histoire. Donc dans cette affaire-là, on retourne dans ces affaires médicales, toujours à la qualité. Alors une fois qu'on a dit ça, et qu'on a fait cette présentation, vous m'excusez encore de ce caractère peut-être un peu abstrait, qu'en est-il de, je dirais, l'état des lieux probatoires en matière d'échec? Première question, est-ce que la science fournit un consensus? Par où vous commenciez, Michel, tout à l'heure? Pardon? Par où vous commenciez tout à l'heure? Est-ce que la science, les scientifiques fournissent un consensus sur le lien causal entre l'implantation des essures et l'apparition d'une symptomatologie? La réponse est non. Il n'y a aujourd'hui pas de consensus. Mais il n'y a pas de consensus dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus pour dire qu'il y a un lien causal avéré, comme il n'y a pas de consensus pour dire qu'il n'existe pas de manière avérée de lien causal. Et d'ailleurs, en expertise, mon confrère Giraud peut vous le dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent? La position d'expert, c'est quoi? C'est de dire, scientifiquement parlant, je ne peux pas dire que le lien existe. Mais en même temps, je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Et donc, on est dans tout le terrain, dans tout le champ du gris, de l'entre-deux, de la probabilité plus ou moins intense, plus ou moins forte du lien causal. Donc, on est obligé, puisque la science a ses limites ici, d'en revenir au système de présomption que je vous disais tout à l'heure. Et comment on l'applique aux essures? Bien, il est plutôt nourri. Parce que présomption ennemie, tout de même. On a quand même une preuve scientifique que l'on doit aux travaux notamment de Michel Vincent. C'est quoi? Ben, c'est la dégradation dans le corps des femmes de l'implant. Et ça, on le sait. Ça, dans des dossiers particuliers, on sait que c'est établi. On a quoi encore? Eh bien, on a une présomption temporelle forte, implantation, apparition, explantation, disparition, régression. On a aussi des éléments sémiologiques, des communautés de symptômes, et les autres questions sont plus difficiles, c'est-à-dire les antécédents et les autres éléments diagnostiques qui renvoient à une casuistique. Dans ces dossiers-là, il y a une complexité qu'il ne faut pas négliger. Mais pour autant, elle ne doit pas, et je vais en terminer par là, à mon avis, conduire au renoncement judiciaire. Comme disait l'autre, ce qu'on ne peut éviter, on l'embrasse. Eh bien, la complexité ici de la preuve, il faut l'embrasser dans ces dossiers-là. Et ce n'est pas parce que c'est difficile, parce que rien n'est acquis, parce qu'il n'y a pas de certitude scientifique qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose du combat judiciaire. Et j'en termine en disant qu'en tout état de cause, lorsqu'on ne sait pas, eh bien, il y a un élémentaire principe de précaution. Lorsqu'on ne sait pas que quelque chose est dangereux, on ne l'utilise pas. Et cette réflexion terminale ouvre sur une autre considération, en dehors du lien causal, eh bien, c'est peut-être la question de la responsabilité, au-delà même du laboratoire, des instances publiques qui ont, à toute force, imposé ce dispositif, alors qu'eux-mêmes étaient dans le brouillard sur ses effets nocifs. Et comme j'ai dépassé mon temps, Stéphane, je propose que vous veniez vous asseoir parce que toxicologique, voilà. Donc, moi, je voudrais faire une petite remarque pour Stéphane. Je crois que maintenant, pour ce qui est des signes locaux, il n'y a plus de doute. Nous, enfin, je pense qu'on verra peut-être, mais je pense qu'on est en état de dire les signes locaux, la cause de la réintervention, on a des preuves épidémiologiques, des preuves anatomopathologiques, des preuves toxicologiques, et je pense qu'on est à un stade où, pour ce qui est des signes locaux, c'est-à-dire la raison de la réintervention, il y a une certitude scientifique, et je crois qu'il faut le dire très, très fort. Alors, bien entendu, c'est évidemment ce qu'on dit, et je ne vais pas me prononcer la présentation scientifique d'un médecin, je peux simplement vous faire le retour qu'on a, nous, des expertises, parce qu'avec mon confrère Giraud, Dieu sait qu'on en fait. Ce que nous disent les experts, c'est qu'aujourd'hui, le degré probatoire des études qu'on leur soumet est trop faible pour établir ce lien-là. Ils lisent des articles. On les invite, et Dieu sait qu'on essaye de faire d'explications à notre petit niveau de texte,
Et ce qu'on nous renvoie en réalité le plus souvent, c'est à une absence d'études épidémiologiques de masse, sachant qu'ils estiment que l'étude qui a été faite, publiée au JAMA en 2018, ne prouve pas de corrélation sur les symptômes généraux et que sur les symptômes locaux, sur simplement la partie des patientes qui présentaient une allergie préexistante, il y a une possibilité de plus grande sensibilité sans déterminer la nature précise des symptômes qui présentent. Voilà ce qu'on a au quotidien, je dirais, dans les expertises. Le JAMA ne parle pas de nickel, il parle du fait qu'il y a 4 fois plus de patients qui ont les implants. Non, pas d'allergie, c'est statistique et c'est une big donnée quand même, big data de 100 000 personnes. Il y a 4 fois plus qui se font réopérer, qui ont une réintervention locale, sans tenir compte de l'allergie au nickel ou choses comme ça, qui ont une réintervention locale par rapport aux patients qui ont une ligature. Donc épidémiologiquement, c'est très fort, c'est très statistiquement significatif. Et c'est sans tenir compte de l'allergie. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense. Non, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on va se heurter de plus en plus au problème de l'adénomyose. Beaucoup de femmes ont des adénomyoses après 40 ans, qui d'ailleurs est une maladie qui est en constante augmentation et probablement liée à des perturbateurs endocriniens. Et on retrouve d'ailleurs toute la problématique de certains perturbateurs endocriniens sur cette pathologie-là. Et comme dans les échours, on retrouve des adénomyoses. Alors moi, je m'intéresse plus qu'à l'adénomyose diffuse, vous avez bien compris, je m'intéresse à l'adénomyose des cornes utérines, qui sont vraiment tout à fait symptomatiques des échours, parce qu'effectivement, on est au contact de l'échour lui-même. Bien sur 68 expertises, vous m'arrêterez si je dis une connerie, mon cher Stéphane, sur 68 expertises, une seule expertise a reconnu un lien d'imputabilité avec une adénomyose cornéale. Une seule. Nous étions d'ailleurs présents ensemble à cette expertise-là. Donc c'est une première brèche au niveau, et je suis d'accord avec Maître Duval sur le fait qu'effectivement, c'est en tapant sur le clou et encore qu'on va finir par ouvrir des brèches. Le problème du lien d'imputabilité, moi je préfère le lien d'imputabilité parce que les médecins descendent la rivière. On part de la cause et on arrive au dommage. Les juristes sont comme les saumons, ils remontent à la rivière. Ils partent du dommage, ils arrivent à la cause. Donc ils parlent de lien de causalité. Enfin, chacun parle comme il veut, mais ça veut dire à peu près la même chose. Mais le lien d'imputabilité entre les signes généraux, enfin la cause des échours et les signes généraux, il va falloir prouver. Alors pour le moment, on a prouvé grâce à Michel Vincent, grâce aux travaux d'anatomopathologie, que c'est un produit qui se délite, c'est un produit qui diffuse dans l'utérus, grâce aussi aux travaux de nos amis du CHU, que ça diffuse au niveau du péritoine, dès qu'on fait un lavage, on est toujours dans le loco-régional, on n'est absolument pas dans le général. Alors, c'est là-dessus qu'effectivement, on va intervenir avec Toxic pour essayer de trouver au moins une intoxication générale. Et justement, on nous a souvent fait le reproche en expertise de ne pas avoir fait une étude cas témoins. Là, on va faire une étude cas témoins. On va faire une étude avec les patients implantés et des patients témoins qu'on a dans nos bases de données. Après, c'est une étude, ce qu'on appelle l'analyse multidimensionnelle de données. Bon, ça, je ne connais pas trop mal, je suis un élève de l'URA 934, c'est juste à côté, de l'unité de mathématiques appliquées. On va croiser les infos, on va utiliser surtout des gros logiciels de mathématiques pour essayer de croiser les infos. Parce qu'à chaque fois, on a l'expert qui dit « Non, mais vous confondez avec des troubles de la ménopause. » On nous parle aussi de préménopause, terme complètement con qui n'existe pas. Une petite fille qui vient de naître, elle est préménopausée, c'est aussi sûr que 2 et 2 égale 4. Le terme de préménopause est un terme débile. Parlons de périménopause, c'est un terme beaucoup plus intéressant. On a droit d'employer un mot un petit peu abstrait pour définir quelque chose d'abstrait, la périménopause. Et à chaque fois, on nous retoque en disant mais un certain nombre de ces symptômes, la fatigue, les douleurs osteoarticulaires, sont liés à la périménopause. Non, là on a vraiment, et j'insiste là-dessus, et je suis d'accord avec Maître Duval, avec Stéphane, c'est qu'effectivement il faut insister sur le terme de corpus sémiologique. Moi, je l'emploie à chaque fois, et à chaque fois, on sent bien quand même que les avocats de Bayer sont sur une fesse, puis une autre, puis une fesse sur une autre. D'où l'importance d'avoir un interrogatoire standardisé. Alors, de temps en temps, les patients vont dire « Oui, mais vous n'avez pas compté le fait que j'avais des épistaxis, quand le nez saigne. » D'accord, pas d'importance. On est sur des trucs reproductibles de masse.
Donc, il nous faut un interrogatoire standardisé et ça s'appelle un corpus sémiologique. Et c'est la seule chose qui nous poussera petit à petit à faire des brèches et des brèches et des brèches et des brèches. Je crois que c'est comme ça qu'il va falloir faire ce plan juridique. Je ne sais pas si je dis des conneries, non? Moi, je voudrais... oui, non, mais on va donner peut-être la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, Brigitte Marty. Maître Duval, au point de vue juridique aujourd'hui, pour les victimes échues, on en est où? Parce qu'il y a une plainte contre l'État qui a été faite, il y a une plainte contre X, il y a une action de groupe qui vient d'avoir un jugement désastreux de la part d'un tribunal pour les victimes. Les experts, quand ils sont nommés pour les expertises individuelles, ils se récusent et j'en sais quelque chose. Moi, personnellement, je ne peux pas passer l'expertise individuelle. Pour demain, c'est quoi, Maître Duval? Qu'est-ce qui nous attend? Le droit, premièrement, je le disais tout à l'heure, c'est pas une science exacte, de sorte que la capacité prédictive d'un jury, c'est très simple. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain, je peux vous dire ce qu'on fait maintenant et pourquoi on le fait. Ce qu'on fait maintenant, c'est déjà de ne pas abandonner le combat judiciaire, parce que vous avez raison, il y a de grosses difficultés. La première difficulté de base, c'est effectivement les experts qui se récusent. Ça peut paraître être très trivial, mais avoir des experts aujourd'hui qui acceptent l'émission est sûr, c'est très compliqué. Je vais avoir une expertise le 23 juin, je crois qu'on est de la partie. L'ordonnance, elle date du 18 juillet, je crois, 2018. 2018, le nombre d'experts qui se sont récusés, soit parce que nous-mêmes nous avons fait récuser, soit parce qu'ils se sont auto-récusés, est tout à fait terrible. Et j'ajoute qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est que nous demandons un collège d'experts. C'est-à-dire que nous estimons qu'un médecin gynécologue, même chirurgien, même de très grand talent, n'embrasse pas à lui seul toute la complexité médicale de cette affaire. Et que par conséquent, il faut lui adjoindre d'autres compétences. Et alors là, eh bien, on multiplie en réalité la difficulté. Ça, c'est la première difficulté, c'est d'avoir des experts qui acceptent. Et quand ils acceptent, effectivement, on a un débat scientifique difficile. Pourquoi? Parce que tous, en réalité, même si la plupart des experts gynécologues, chirurgiens gynécologues en ont posé, tous n'ont pas le niveau de connaissance. Ils ne sont pas à jour, si on veut. Et par conséquent, il y a un premier sentiment un premier mouvement, souvent, qui est un mouvement d'hostilité. Ça, c'est vrai, et on doit combattre là-dessus. Ensuite, judiciairement parlant, on en est où? Nous, dans notre coin, on avait estimé qu'il était un peu difficile de mener une action globale. Pourquoi? Parce qu'on estimait que la pluralité des causes de première part, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé que c'était une affaire pharmaceutique, mais aussi des affaires médicales. Autant de patientes, autant de relations médicales et autant de possibles difficultés dans les relations médicales qui peuvent expliquer aussi une pluralité de symptômes. Je pense à la pluriimplantation, par exemple. Une patiente qui va avoir 3, 4, 5 implants va souffrir d'une symptomatologie en lien avec l'implantation qui ne sera pas en lien avec le défaut du produit, mais en lien avec la possible erreur, la possible faute commise par le praticien. De même que des patientes qui ont des allergies à certains produits contenus dans le dispositif et qui étaient pourtant tracés. Je pense à des allergies notamment au nitinol, au nickel. Ça, c'est tracé, et depuis 2002 d'ailleurs dans la notice. Et cela, le laboratoire s'en sortira judiciairement, parce que c'est un problème d'indication cette fois-ci. Deuxième chose, le corpus, aujourd'hui, on arrive, je dirais, à tenter d'avoir des constantes, mais il arrive aussi que les cas soient tout à fait distincts, avec des préjudices tout à fait distincts d'une femme à l'autre, en tout cas sur leurs implications. De sorte que nous, on pensait que faire une homogénéité là-dessus était difficile. Donc, on est sur une casuistique. La casuistique a deux plans pour nous, c'est-à-dire les dossiers de chaque femme dans leur action individuelle indemnitaire. Elles vont tenter de faire reconnaître par une expertise d'abord, et c'est là que la difficulté, par une expertise d'abord, qu'elles ont souffert d'un préjudice imputable au défaut d'un implant, d'un produit de santé, mais également et possiblement d'un préjudice imputable à une faute médicale. Et cela, on va l'avoir devant les tribunaux judiciaires. Et deuxième temps de notre réflexion là-dessus, c'est que il y a une dimension supérieure au cas individuel. C'est-à-dire que ça dépasse aussi l'affaire individuelle. D'où une plainte pénale que nous avons déposée en 2019 contre X, qui est aujourd'hui toujours pas classée, mais dont on n'a toujours aucune nouvelle. Voilà.
Et j'ai les plus grandes craintes, en fait, pour être complètement honnête, du jugement du TJ de Paris s'il n'en est pas interjeté appel sur les faits de la plainte qu'on a déposée, parce que c'est le bureau d'à côté, hein. C'est le bureau d'à côté, c'est le même tribunal. Donc, premier élément. Deuxième élément de l'analyse, c'est de dire que médecin, possiblement, laboratoire, certainement, mais attendez, autorité publique aussi. Et c'est par là que je terminais tout à l'heure. Depuis 2002, depuis le dépôt des études cliniques et précliniques de ce dispositif, on sait qu'on ne sait pas. On parle d'un dispositif médical implantable. Alors c'est une sorte de stent, mais pas tout à fait, parce que là, il n'y a pas d'éléments qui vont protéger, il n'y a pas de, comment dire, une sorte de couverture sur le dispositif qui va protéger le dispositif. En ce cas, il est directement dans les chairs. Le métal est en contact immédiat des chairs, à vie, dans le corps de femmes jeunes, et on sait qu'il se corrode depuis le départ. Depuis le départ, on le sait dans les études. Et ça n'a pas empêché de contrôle des autorités sanitaires. Non seulement ça n'a pas empêché de contrôle, ça n'a pas généré de contrôle des autorités sanitaires, mais par surcroît, elles ont favorisé l'emploi de ce dispositif auprès des personnels médicaux en les recommandant en première intention très tôt, plus en organisant leur remboursement aisé sur fonds sécurité sociale. Par conséquent, nous estimons, et c'est le dernier temps de notre réflexion, qu'il y a aussi une responsabilité de la puissance publique pour son défaut de police sanitaire dans ce dossier-là. Et là, ça a été clôturé, on attend d'être appelé pour le plaider, pour faire simple, ce dossier-là. Il aura probablement un dénouement, en tout cas en première instance. Il est très probable que dans un sens comme dans l'autre, on ira à un cour d'appel administrative, on est dans les juridictions administratives, pas les juridictions judiciaires, dans ce dossier-là. Allez-y. Bonjour, Anne-Cécile Grolias, victime des implants insurts. Je tiens à préciser, et vous le savez, Maître Duval, combien je suis attachée à cette notion, nous étions toutes en bonne santé et nous voulions simplement un moyen de contraception qu'il soit sûr. Nous sommes maintenant empoisonnés, handicapés, mutilés, en invalidité, avec un avenir qui semble gris, en tout cas très nuageux. Je vais reprendre mes notes. Mes problèmes de mémoire sont toujours là. Et je vais aborder 4 questions, ou 4 points. Vous avez abordé le sujet des PET. Or, chez les victimes, depuis le début, nous nous posons la question du lien de cause ou du lien qu'il peut y avoir entre notre état et les métaux lourds contenus dans l'implant, mais aussi le PET. Et cette soupe chimique, PET métallique, nous pose question. J'aurais une autre question qui s'adresse à cette étude lancée par votre confrère Chen dans 10 CHU, pour lequel, effectivement, il va réanalyser pendant 15 ans et faire des examens pendant 15 ans sur les femmes, et dans lesquels il a intégré une analyse de cheveux. Or, il se trouve qu'un certain nombre d'entre nous ont déjà fait ces analyses de cheveux grâce au laboratoire Toxi. Je fais partie des rares femmes qui ont eu l'idée, un jour saugrenue, de garder chez elles les dents cassées, les ongles qui ne poussaient pas et qu'on coupait tous les 3 mois, et des mèches de cheveux. Or, il se trouve que j'ai 2 mèches de cheveux qui indiquent que j'ai toujours de l'étain en 2021. J'en ai en 2018 et j'en ai en 2021. Alors, quelqu'un pourra-t-il un jour m'expliquer cet état de santé? Et enfin, concernant monsieur, votre demande de cobaye pour votre essai de chélation, j'emploie ce mot qui peut heurter, mais sachez que pour beaucoup d'entre nous, nous nous considérons comme cobayes à l'implantation, parce que il n'y a pas eu d'études, à part sur détruits. Sommes-nous détruits? Cobayes à l'explantation, pour certains d'entre nous, explantés avant qu'il y ait un protocole d'explantation qui soit mis au point, et de toute façon, même si pour certaines ça nous a sauvé la vie, il n'en demeure pas moins que c'est un acte dramatique à vivre. Et enfin, cobaye maintenant pour faire des essais cliniques ou des essais thérapeutiques. Moi, j'en suis au énième essai en médecine interne pour essayer de trouver des solutions à mes problématiques de santé, sans aucun effet. J'ai plus envie d'être cobaye. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que... Un petit mot, oui. C'est vrai que... Mais la recherche, elle avance que comme ça. Ça peut être que... Et je comprends bien que les victimes d'implant sûr, elles ont eu une implant, elles en proposent maintenant, mais après, il n'y a aucune obligation. Hein. C'est une proposition, parce qu'il y a un sens quand même, quelque part, de... Tu peux voir que les chélatoire actuellement sont interdits en France. Et je pense que ça pourrait être... Alors, mais
quelqu'un qui a été explanté, qui garde des symptômes extrêmement invalidants, on peut lui proposer ça, mais il faudrait faire ça dans le cadre d'une étude pas en clandestin, autorisée par la NSM. Je comprends tout à fait votre remarque. C'est ce que j'ai voulu présenter quand même, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas des cobayes. Qu'on développe ici, nous on pense qu'il y a un intérêt pour les intoxications au plomb et au cuivre dans les cas de maladie de Wilson. Donc c'était plus une opportunité, une similitude. Effectivement, j'ai même insisté sur le faible taux circulant de métaux qu'il pouvait y avoir. Donc c'est une opportunité, on est dans cette situation-là, on sert de ce produit dans l'optique d'aller extraire des métaux, aussi dans l'optique d'aller libérer des anticorps contre le cancer du sein, donc de la délivrance prolongée en sous-cutanée. C'est une opportunité. Après, je dirais dans le cas de cobaye, pour ce type de dispositif, en effet, c'est des volontaires sains. Il y a une grosse boîte qui a 500 mecs qui a fait fortune en prenant des cobayes d'étudiants qui avaient besoin d'argent et qui se sont implantés. Donc là, mais je comprends. Voilà. Il y a 3 critères en économie de la santé qui ont été décrits dans les années 80 par Jean-Paul Moati pour toute pratique médicale. C'est le critère effectivement financier, c'est-à-dire vraiment combien ça va nous rapporter, une étude cost-effectiveness. Le deuxième critère, c'est l'équité, c'est-à-dire non pas l'égalité, mais l'équité. Et le troisième critère auquel je suis extrêmement attaché, c'est le critère de légitimité. Le critère de légitimité en économie de la santé, c'est l'acceptation par le corps social d'une pratique. Effectivement, et on en avait discuté avec Olivier, on s'était échangé par mail, Olivier va buter sur ce critère de légitimité. On s'adresse à des patientes qui ont été victimes d'un process médical, on va leur rajouter une deuxième couche. Donc il va y avoir un critère de légitimité qui va se poser pour ce type de pratique. Je voudrais rajouter aussi, enfin, donner un peu d'espoir par rapport à... Il y a quand même un problème de timing. Le jugement qui a été rendu, à mon avis, il n'a pas connaissance de tout ce qui est paru depuis 2022. Ce qui est très important, c'est les travaux de Gauthier Chêne et de François Parent, qui sont parus quand, en janvier, février, hein, avril. Le travail de Charleston, là, de Gilbert, c'est paru en mai. La publication sur nos résultats de l'éducation, c'est officiellement dans la revue, c'était en numérique, mais c'est paru en 2022. Donc je crois qu'il faut absolument faire connaître ça. Je me pose la question peut-être qu'il y a une communication scientifique pour parler de cette... Enfin, peut-être pour faire bouger les choses, et qui réagirait au jugement qui a été donné il y a un mois en disant attention, maintenant il y a des publications avérées devant des revues à comité de lecture qui montrent qu'il y a une certitude pour ce qui est des signes locaux et une autre probabilité d'imputation pour les signes généraux. Je pense qu'il y a des démarches à faire. François, oui. le toxicologue. Je voudrais juste apporter quelques éléments de réponse. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on peut clairement dire que ce dispositif de drogue, ce dispositif voilà, des éléments métalliques, pas de souci. Le dosage, ensuite dans votre matrice, ça s'appelle la toxicocémétique, c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir où se localisent ces éléments métalliques dans le sang, l'élimination d'un urine et la matrice, ce qu'on appelle les cheveux, les crâniens, etc. C'est très intéressant parce que ça a montré qu'il y a une diffusion systémique et une accumulation, mais il n'empêche que ça reste toujours sur le même plan, c'est-à-dire une diffusion d'éléments métalliques. Maintenant, qu'est-ce qui explique quel est le lien entre ces métaux et la symptomatologie? Il y a probablement une dysrégulation quelque part, et c'est ce que l'on aimerait bien mettre en évidence, c'est quel est le niveau de cette dysrégulation immunitaire, etc. Il y a des pistes très intéressantes, mais qui nécessitent, si vous voulez, des technologies particulières. Il y a un truc que je crois beaucoup, ce sont des micro-RNA. En fait, ce sont des RNA qui régulent la transcription en fait, des gènes et qui sont, et ça c'est clairement démontré, perturbés par les métaux. Et c'est ce qu'on aime à faire. Et ça, tout de suite, c'est des études qui prennent ampleur, qui prennent du temps. Et il est vrai que finalement, nous, on avance à notre rythme, on aimerait aller plus vite, mais malheureusement, voilà. Je voudrais demander à François, le future étude clinique PHRC, elle va consister à quoi en quelques mots? Alors, c'est effectivement quelque part confirmé l'intérêt de l'explication suivre les patientes sur le long cours, hein, parce qu'en fait, on a des données finalement sur des périodes relativement courtes. Hein. On aimerait voir aussi comment est-ce que ça se passe sur les années. Et surtout, ce qu'on aimerait comprendre,
Ce qu'on aimerait comprendre, c'est quel est le lien entre la libération de ces métaux et la symptomatologie. Et quand je vous parlais des MIRNA, c'est quelque chose que l'on va monter justement donc, au cours de ce PHRC, où l'on va utiliser des techniques de génétique particulières, hein, c'est du nanostring, où l'on va quantifier ces MIRNA et on va les comparer. On va en faire deux groupes, hein, les patients portent des sures et d'autres patients, et on va voir si effectivement il y a une dysrégulation de ces MIRNA qui voudrait dire qu'en fait il y a une modification de l'immunité, et qui veut dire modification de l'immunité, ça peut aller très loin. On se pose quand même comme question, est-ce qu'il n'y a pas des maladies auto-immunes suite à ces implants? Je pense au lupus, d'autres maladies du système, etc. C'est pas facile à mettre en évidence ces choses-là, mais possiblement c'est des questions que l'on se pose. On se pose également, pour tout vous dire, le risque cancérigène aussi des métaux, parce que pour rien vous cacher, le chrome, en fonction de l'état d'oxydation du chrome, ça n'a pas la même toxicité. Le chrome 3 est irritant, le chrome 6 est connu comme étant cancérigène, donc on connaît très bien au niveau du chrome 6, au niveau des soudeurs. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? On n'entend pas. On n'entend rien. C'était important. Oui, donc voilà. Donc en fait, il y a également un risque cancérigène. C'est la raison pour laquelle on va essayer de suivre les patients sur le long cours pour essayer de quantifier sur ce risque en condition qu'il existe. Mais potentiellement, les métaux, et je pense notamment au chrome, ce sont des métaux potentiellement cancérigènes. Voilà. Ceci dit, concevez bien qu'on ne peut pas vivre sans chrome. Le chrome, c'est un oligo-élément, donc on a besoin de cet oligo-élément pour la vie. Donc tout un équilibre en définitive. Survivante et sûre. Je regrette en effet cette asymétrie des connaissances. Toutefois, nous tentons, victimes, malades, de rétablir cet équilibre des connaissances. Et nous travaillons dans l'ombre pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Donc oui, en effet, je suis très étonnée que nous n'ayons toujours pas eu un profil métallique d'établi, comme ça peut se faire en milieu professionnel, qu'on ait un déni à la fois des professionnels de santé, pour certains, de la justice également. Quand vous parlez en effet de ces modifications au niveau hémato, au niveau du métabolisme, en effet, il existe déjà certains tests qui s'appellent des tests de Comet. Vous me direz, hein, je ne suis pas un scientifique. Test de micro-noyaux, test d'AMS. Il existe beaucoup de choses déjà. Vous dites également que le chrome pourrait avoir un potentiel cancérigène, mais il me semble que dans les textes officiels du Parlement européen et du Conseil, il y a peu, en date du 16 mars 2022, date, je suppose, qui vous rappelle quelque chose, mesdames, une audience qui a eu lieu à Paris, sans nous. Elles étaient 2 face à 30 personnes de chez Bayer. Donc, dans ce texte officiel du Parlement européen, vous irez voir, il existe quelque chose de très intéressant puisqu'il y a 2 nouveaux agents cancérigènes, dont l'acrylonitrile et des composés du nickel, qui potentiellement peut nous intéresser. Au-delà de l'aspect, quand vous parlez, Maître Duval, des éléments sémiologiques, en effet, et que vous aimeriez qu'on coche des cases, c'est-à-dire après explantation, elles vont toutes mieux, ou dans un second temps, elles cochent certaines cases similaires. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de traçabilité exacte des lots et sûrs, des références de ces lots, du lieu de fabrication, est-ce que c'était Mexico ou ailleurs, à quelle date, et que nous toutes, nous sommes des individus, nous ne sommes pas des clones,
Donc nous avons une singularité et que nous n'allons pas forcément cocher toutes les cases au même moment, selon le temps d'exposition à ces essures. Bref, l'asymétrie des connaissances, c'est une chose, mais il faut arrêter de nous prendre pour des courgettes. Je crois qu'on ne vous prend pas pour des courgettes, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec les associations de victimes, que je fréquente quand même depuis quelques temps, ça me rappelle tout à fait l'HIV avec acteur. C'est-à-dire que le patient est acteur finalement du système judiciaire, du système, etc. Devient vraiment un acteur à part entière. Je sais d'autant plus qu'une grande partie de ma bibliographie, ma chère Stéphanie, c'est vous qui le faites. Un petit peu feignant sur les bords, donc c'est vous qui me faites ma vidéo de temps en temps. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, et je voudrais insister là-dessus, c'est qu'on comprend que vous soyez un petit peu frustré, c'est un mot assez faible, mais il y a 3 temporalités dans cette affaire. Il y a une temporalité du soin, il y a quelques-uns autour de la table à avoir quand même beaucoup opéré. Il y a une temporalité de la justice, et Maître Duval, Maître Giraud sont là pour vraiment aussi vous en parler. Et puis une troisième temporalité qui est aussi autour de la table, avec Michel, avec M. Parent et Olivier, c'est la temporalité de la recherche. Ce n'est pas du tout les mêmes temporalités. Et effectivement, vous voudriez quelque part qu'il y ait une sorte de conjonction de ces 3 temporalités. Et ça, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Alors, je suis tout à fait d'accord par rapport à cette temporalité qui est bien distincte sur ces différents plans. En revanche, vous devez comprendre que nous, on doit se confronter donc à un monde médical qui ne veut pas reconnaître la problématique de l'intoxication aux métaux. On est obligé de faire nos recherches et d'investir nous-mêmes de nos données pour l'ensemble de ces recherches pour l'instant. Mais j'ai espoir que ça puisse changer à un moment donné. Et surtout, vous devez comprendre que donc une intoxication aux métaux, c'est très douloureux. Ça peut être très douloureux. Ça fait 3 ans que je vis avec des douleurs chroniques, H24, qui peuvent être différentes, qui peuvent être de plus ou moins grande intensité, mais nous devons mener notre combat judiciaire, médical, dans cet état, c'est-à-dire un état qui se dégrade. Deux commentaires. Le premier, ça concerne ce que tu appelles les signes non directs ou à distance en rapport avec tel ou tel métal. Ça pose la question, comme dans les maladies professionnelles et les cancers professionnels en particulier, de la multi-exposition. Donc là, si on s'engage là-dedans, je pense que c'est un combat qui est sans fin. Deuxième commentaire, je pense qu'on est confronté à ce qu'on a connu avec d'autres scandales sanitaires, que ce soit l'amiante, que ce soit les sondes endocardiaques. Et on dit, de toute façon, on est confronté effectivement à une justice qui va traîner les pieds de manière considérable. L'amiante n'est toujours pas passée les responsables pénaux de l'amiante ne sont toujours pas passés en justice et n'y passeront jamais. Il y a une telle interférence avec les conflits d'intérêts, les lobbies des laboratoires, l'implication et la complaisance des autorités sanitaires, que de toute façon, tout est fait pour que les choses n'aboutissent pas. Donc, on est en dehors de la logique médicale, on est en dehors de la logique judiciaire. On est dans quelque chose sur lequel on n'a plus de confiance. Je voulais juste apporter quelques éléments de réponse pour la lourdeur un petit peu des législations concernant les ions métalliques, ce qui est des maladies. C'est que je travaille beaucoup sur les implants articulaires et je me rends compte que sans chrome cobalt,
on ne peut pas mettre une plante parce qu'il y a des parties qui ne tiennent pas et qu'on ne peut pas se passer de certains alliages métalliques. Moi, ce que je trouve dans les messures, c'est la conception d'ensemble. Il faudrait dire qu'actuellement, les chirurgiens de hanche, quand ils reçoivent une implante métallique, c'est écrit cancérigène. Depuis 2020, c'est écrit cancérigène. Quelle solution a de ne pas opérer le patient? Une, donc c'est deux, de mettre de la céramique. Nos études sur la céramique ont montré qu'il y a une toxicité presque autant. Donc, quelle solution on a scientifique? Si on retire le nitinol, on retire les stents, tous les stents cardiaques, tous les stents, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, ils ne peuvent pas s'opérer. Et tout ça pour une défaut d'implant qui tient à la soudure. Que les temps, il ne devrait pas être là. Si on commence à focaliser sur tous les éléments, ce qui me fait peur, tous les éléments chimiques constituant une plante, on va se disperser et je pense qu'on ne va pas avoir raison, on ne va pas nous donner les raisons. Tandis que si on se base sur la conception de cette plante soudée et qu'on bon, c'est mon avis et j'aimerais bien vous aider. Si je peux juste compléter ce qui vient d'être dit, c'est vrai que ces implants messures ont une composition très complexe, ce qui rajoute effectivement dans la problématique de faire une couche. Si on fait quand même le parallèle avec l'amiante, finalement, quand on réfléchit 2 minutes, les choses étaient relativement plus simples, à savoir que ça va vous donner l'amiante, une exposition à l'amiante, des cancers de la plaie, qui était relativement spécifique, et en dehors d'une exposition à l'amiante, c'était rarissime. Or, avec les issues, en définitive, on a des plaintes qui sont multiples, qui sont aspécifiques, et c'est ce qui complexifie, à mon sens, énormément les dossiers issus, c'est qu'on n'a absolument rien de spécifique. Voilà, une asthénie, si vous voulez, même profonde, il y a tellement de raisons pour avoir des asthénies. Vous avez associé des hémorragies, pertes sanguines, etc. Ça s'explique déjà par ça. Donc voilà, c'est une complexité, c'est une variable qu'il faut prendre en compte. Et tant qu'on n'a pas un marqueur, idéalement, ce serait d'avoir un marqueur d'une exposition à ces métaux. Au jour d'aujourd'hui, je regrette qu'on n'en a pas. C'est quand même de rechercher, mais j'en ai pas. Oui, je propose encore, parce que ça pourrait durer longtemps, c'est 1h15, donc encore 2-3 minutes, mais il faut faire 2-3 questions, et puis on peut encore discuter. Ceux qui veulent venir manger au restaurant du CNRS, sera possible de discuter encore. Mais là, il va falloir qu'on conclue. Je voulais juste rebondir sur ce qu'Anna-Marie disait, parce qu'effectivement, un stent cardiaque, une prothèse de hanche va amener, j'ai une prothèse de hanche, une qualité de vie certaine. Par contre, l'implant est sûr, c'est dénué de bon sens parce que c'est pas un soin vital. C'est pas un soin, on a juste choisi de plus avoir d'enfants et on l'a foutu dans les ressorts, dans les trompes. Et c'est en termes de qualité de vie, c'est pas la même chose. Votre démarche va nous lire tous les producteurs d'implants de hanche et il va faire passer. Il y a une question là-bas et puis enfin 2 questions et on arrête. Je voulais rebondir sur Sabine parce que c'est vrai que c'était des corps sains. Et on a mis quelque chose, c'est très très différent d'un soin. C'était pas un soin, c'était simplement de la contraception. Donc à partir de là, on peut pas comparer les choses. Mais une chose que je voulais vous demander, moi, une dernière question. Dans les études que vous faites, est-ce que vous avez une cohorte de femmes qui ont des essures et qui vont bien? Sur l'étude toxique, on a malheureusement très peu de cas. On a des patientes qui sont venues me voir, absolument interrogatoire, 0 problème. IRM, 0 problème, c'est-à-dire il n'y a pas d'adénomyose associée, il n'y a pas de migration des échos, ce que je recherche systématiquement. Et on a des analyses qui sont parfaitement blanches, pages blanches sur les toxiques. Mais ça, on ne pourra en parler, je suis désolé, mais qu'en octobre. Déjà, je vais me faire engueuler rien que d'en avoir parlé maintenant. Je ne posais pas la question, j'ai déjà posé au docteur Parent. Nous, en fait, non, effectivement, on a très peu de patientes comme ça pour lesquelles on a une explantation les patients asymptomatiques. Il se trouve qu'on en a 2, 3, pas plus. Par contre, notre expérience, c'était la nôtre au niveau donc, du tissu des trompes. On a finalement, a priori,
une corrosion qui paraît très similaire à celle des patients symptomatiques. Donc c'est quelque chose qui effectivement est très intéressant parce que vous ouvrirez ou fermerez des portes d'avoir cette cohorte de patientes asymptomatiques pour lesquelles on dispose de... Il y avait une dernière question. Non, on sera obligé là parce que ils vont plus nous attendre, hein. Sinon on va encore manger. Donc une dernière question, puis je propose qu'on arrête et on peut encore continuer à discuter en allant manger. Oui. Alors Marc Célé, je suis les implanté explanté et subsidiairement agent général d'assurance. Alors ma question, c'est aussi une indication. Vous avez parlé de la voie judiciaire, de la voie administrative pour obtenir les indemnisations. Est-ce que vous avez des cas concrets de voies contractuelles, et j'entends par là les couvertures en garantie accident de la vie pour les accidents thérapeutiques, et qui peuvent être démontrés plus facilement, parce que c'est une définition contractuelle. Vous pouvez là nous aider s'il y a un consensus concernant les implications locales du dispositif, c'est sûr, surtout lorsqu'on arrive à démontrer qu'il s'est passé, ou que la soudure s'est désagrégée, ou que la coupe s'est pas. Est-ce que vous avez déjà des cas concrets là-dedans? Alors sur les contrats d'assurance prévoyance, je crois pas. En revanche, ce qu'on a, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous on traite ces dossiers-là de deux manières cumulatives, à la fois un problème pharmaceutique et à la fois un problème médical. En revanche, avec l'assureur et les médecins, oui, on arrive à avoir des transactions. Voilà, mais que sur le volet médical. Ok, bon écoutez, je propose, je m'excuse, il y a encore 5 questions, mais on pourra échanger. Merci d'être venu.